Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour l'édition de ce soir. C'est parti pour les titres de cette actualité. Violent affrontement à l'UCAD de deux groupes d'étudiants d'ethnies différentes ayant occasionné des blessés. Le campus social retrouve son calme. Le COUD reprend les rênes pour une paix définitive. Mais attention, les faits sont graves selon l'Union nationale des parents d'élèves. Pour l'UNAPES, il faut dire stop à la montée du communautarisme. Comment? Réponse d'un spécialiste socio-anthropologue. D'abord, le pardon. Aujourd'hui, peut-être de l'air moins pollué pour Ngadiaga et un vent d'air frais pour les populations. Les flammes du puits gazier ont été maîtrisées après 3 mois, ce grâce à l'expertise locale des flammes maîtrisées, mais encore des fuites de gaz sur place. Pour les spécialistes, il faut une stratégie et vite, très vite. Beaucoup d'efforts, des mois de labeur, les horticulteurs ne profitent guère du fruit de leur travail. Un sac de choux vendu à 2500 francs, une production presque bradée, faute d'acheteurs, des tonnes de choux, de carottes, de tomates pourrissent dans les champs de Diogo sans unité de conservation. Un véritable gâchis pour les horticulteurs. 5e journée éliminatoire CAN Cameroun 2022. Groupe I, coup d'arrêt pour le Sénégal. Les Lions de la Teranga concèdent leur premier nul après 4 victoires. Un partage des points, 0 but partout face au Congo. Malgré les débuts convaincants de Pape Matar Sarr et Abdou Diallo, le Sénégal conserve sa première place de leader du groupe avec 13 points en attendant la 6e et dernière journée. Détail dans les pages des sports avec l'analyse aussi de Badara Sarr, directeur technique de Niari Tali, école William Ponty. Ce soir, plongeons dans l'univers des cadres de l'Afrique francophone, oui, de la période coloniale à l'après-indépendance, que de la bonne graine sortie de l'établissement de référence. Aujourd'hui, dépoussiérons les cahiers des anciens pontins avec l'Institut fondamental d'Afrique noire. Que d'intellectuels, que de trésors, que de souvenirs d'archives d'une belle époque avec comme seule flamme l'excellence, et les anciens pontins savaient l'entretenir. 50 ans après, Ibou Diouf Amadouba nous mène à la rencontre de grands hommes. Oui, ce soir, sur la télévision Futur Média, les anciens pontins vont vous parler de développement. C'est tout de suite, avec toujours le même plaisir de vous servir. Bonsoir à toutes et à tous et encore une fois, merci de nous accueillir chez vous pour l'actualité de ce soir. Violent affrontement entre deux groupes d'ethnies différentes au campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le Centre des œuvres universitaires précise que le calme est revenu et que des démarches sont aussi entreprises pour que de telles situations ne se reproduisent plus jamais dans le campus social au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Khalifa Diagne, que nous écoutons, il est le directeur général adjoint du COUD. Il est au micro de Mamadou Fall. À l'heure où nous vous parlons, il y a un climat de paix qui règne à l'université. Un climat que nous devons consolider parce que nous sommes entre concitoyens, nous sommes entre compatriotes sénégalais et que nous n'avons pas intérêt à ce qu'il y ait des conflits de ce genre. C'est la raison pour laquelle le COUD, en tant que famille des étudiants, parce que c'est nous qui les hébergeons, a jugé nécessaire d'appeler au calme et d'essayer de réunir toutes les conditions pour que la paix règne dans la cité universitaire. Je pense que vous êtes là depuis ce matin et que vous n'avez pas, en tout cas, constaté aucun conflit dans le milieu. Ce qui s'est passé, il faut le comprendre dans le sens de la cohabitation entre des jeunes étudiants. C'est vrai que les gens peuvent invoquer des questions, je pense, qui n'ont pas leur place dans notre pays de façon générale, mais aussi dans le milieu universitaire de façon particulière. Nous ne voulons pas, en tant que des gens qui connaissent des gens qui connaissent le milieu universitaire, nous ne voulons pas tenir certains discours. Des étudiants d'ethnies différentes qui se battent à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour l'Union nationale des parents d'élèves du Sénégal. C'est juste invraisemblable. Leur porte-parole dénonce la montée du communautarisme qui menace la cohésion sociale. Selon Thierno Niang, l'heure est grave. Maintenant, il faut savoir dire stop. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia. À la caméra, il y a Jafaraba. L'heure est grave.
une situation déplorable et que nous fustigeons à sa juste valeur. Parce que ce qui n'a jamais existé dans ce pays, qui a été bâti dans l'entente, la solidarité entre les ethnies, entre les races, entre les religions, il y avait une symbiose. Chacun se sentait mieux chez l'autre que chez soi. Alors, si on en arrive là, je dis que l'heure est grave. Ce qui fait, n'est-ce pas, la baracote du Sénégal s'y ajoute vraiment l'apport des chefs religieux. La coutume a joué pour beaucoup dans la paix sociale. Parce que un Dia, un Ndao, quand ils se rencontrent, mais c'est comme s'ils se connaissaient depuis 100 ans. Un Sérère, un Diola, s'ils se rencontrent, c'est la même chose. Donc, si maintenant des Sérères et des Diola s'affrontent, c'est grave. Donc, c'est la raison pour laquelle ça doit émouvoir tout un Sénégalais. En commençant par, n'est-ce pas, les parents de ces étudiants-là. Parce que cette violence gratuite-là doit cesser. Et ça va nous conduire, n'est-ce pas, à des déserts. Thierno Niang était l'invité de votre matinale Info Matin à l'origine de cette bagarre entre étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, une histoire de vol, des scènes de violence qui fragilisent le cousinage à plaisanterie selon le socio-anthropologue professeur Cheikh Ibrahima Niang. L'enseignant-chercheur recommande un pardon mutuel pour stopper la tension. Des étudiants interrogés disent vivre au quotidien cette marque de paix entre ethnies au campus social. Le reportage retour sur les lieux de la bagarre. Maïmouna Ndiaye à la caméra, il y a Youssou Baro. Il est étudiant en première année, témoin de la bagarre qui s'est déroulée la nuit dernière à l'UCAD. Mohamed estime que c'est juste un malentendu. On ne devait même pas soulever ce genre de problème en disant que c'est un cas entre Diola et Sérère. Moi, je ne vois pas cela parce que je sais que même nous, là, on vit avec des Diola et des Sérères et on se taquine tout le temps. Le cousinage à plaisanterie, ses apprenants le vivent au quotidien, au temple du savoir. Même en classe, nous n'avons pas ce genre de problème. Parce que dans la classe, il y a des Sérères, des Diola et des tout couleurs. Professeur Cheikh Ibrahima Niang voit le problème autrement. Les bagarres ne sont jamais banales, elles sont toujours indicatrices de quelque chose de plus profond. Ce qu'elles indiquent de plus profond ici, c'est cette portée-là, cette image, cette sacralité de la parenté à plaisanterie qu'on a détruit, qu'on a attaqué violemment. Chaque fois que des coups de poing se lèvent ou une violence physique se lève, c'est parce qu'il y a eu une violence verbale quelque part qui est sociétale. Donc cette politisation de l'ethnie qu'on va retrouver de part et d'autre de l'échiquier politique, aussi bien du pouvoir que de l'opposition, cette politisation crée des germes de tension au niveau des jeunes en particulier. Une violence dont il faut trouver des solutions urgentes pour la sauvegarde des identités socio-culturelles. Il faudrait d'abord que les gens se demandent pardon mutuellement. Parce que si on était régi par les cultures traditionnelles, vous allez voir les Sérères dire à leurs propres enfants, allez rapidement demander pardon aux Diola. Et vous allez voir les Diola qui vont dire aux Sérères, aux Diola, à leurs enfants Diola, allez rapidement demander pardon aux Diola. Nous sommes confrontés à tellement de défis par rapport à la production de connaissances au niveau international, au niveau global, que l'Afrique ne peut pas se permettre d'avoir des générations sacrifiées. Une autre solution, d'après le socio-anthropologue, le retour des espaces d'échange, d'idées apaisées pour les jeunes. Maïmouna, l'UCAD, le campus social où le Sénégal en miniature, le mouvement de défense de la démocratie accuse des dignitaires du régime de s'attaquer au fondement de la cohésion sociale en nourrissant des clivages ethniques. Le M2D, au chevet des blessés, lance une campagne de collecte de fonds ce samedi. Nampayu Askanui et dit veiller pour un respect du calendrier électoral et aussi rejette toute tentative de manœuvre tendant à reporter les locales. Le mouvement M2D était face à la presse
presse. Nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions avec Madame Yacine Fall. Arrestation liée aux manifestations dans l'affaire Ousmane Sonko. 19 manifestants et 2 étudiants bénéficient d'une liberté provisoire. Les 2 étudiants, Amadou Sow et Amadou Wouri Bari, respectivement coordonnateurs de FRAPP UCAD et coordonnateurs de FRAPP Koumpentoum Koungheul, viennent de bénéficier d'une liberté provisoire selon Libération Online, tout comme 19 autres présumés manifestants. Situation confuse à la radio-télévision sénégalaise. Des agents affiliés au SYNPICS et à la CNTS en sit-in exigent du directeur général la signature de l'accord d'entreprise et dénoncent sa gestion car il est à la retraite depuis 4 ans. En face de d'autres agents, leurs collègues qui disent non et demandent la tenue d'une assemblée générale de leur syndicat. Compte rendu de ces 2 manifestations. Mouvement d'humeur à la Sanba, Jafaraba à la caméra. C'est un personnel très remonté contre le directeur général Racine Talla. Nous voulons notre accord, nous voulons notre accord, nous voulons l'accord, nous voulons. Ces agents affiliés au SYNPICS et à la CNTS exigent du DG la signature de l'accord d'entreprise. Comment comprendre, à l'heure des mutations technologiques et techniques, à l'heure des révolutions en Afrique, que le Sénégal reste en cause à cause d'un directeur général budgétivore et absentéisme. La RTS reçoit un appui financier et matériel conséquent du président de la République, que nous remercions au passage, qui, soucieux des conditions de travail des agents, a affiché une volonté manifeste de moderniser notre outil de travail. Malgré tous ces investissements, les efforts risquent d'être vains, faute d'une gestion transparente. Nous, travailleurs de la RTS, sommes déterminés à poursuivre le combat au péril de notre vie. À côté d'autres qui contre-manifestent, plus proches du DG, ils apportent la réplique et veulent la tenue d'une assemblée générale de renouvellement des instances du syndicat. Depuis lors, nous avons entamé une pétition dans toutes les régions du Sénégal, en sachant que la RTS n'est pas seulement le Sénégal. Il y a plus de 1000 agents, comme il l'a dit. Donc on pense qu'il est temps actuellement pour que le syndicat en place puisse organiser une assemblée générale de renouvellement depuis 1 an. Donc ils s'agrippent depuis lors pour leurs propres intérêts et c'est ça que nous déplorons. Et je parle au nom de tous les agents dans toutes les régions du Sénégal, en sachant que la RTS n'est pas seulement ce bâtiment derrière moi. La RTS vit une situation confuse, un bras de fer entre le directeur général et une partie du personnel syndical. Cette dernière donne un ultimatum de 72 heures à Racine Talla pour la signature de l'accord et c'est sans condition. Alassane Ba, mouvement d'humeur toujours avec la tournée du secrétaire général du CUSEMS, Abdoulaye Ndoye, réclame la matérialisation des accords du 30 avril 2018 et dénonce les lenteurs administratives qui plombent la carrière des enseignants. Nous le suivons au micro de Bakary Kanté à la caméra Khali Jamé. Cette tournée aussi a pour objectif de dénoncer l'immobilisme du gouvernement quant à la matérialisation de nos accords. Quand je parle d'accords, je voudrais citer le protocole en date du 30 avril 2018. L'immobilisme par rapport aux lenteurs administratives qui plombent la carrière des enseignants. Depuis plusieurs mois, Madame le ministre ne signe pas les actes. Et cela a impacté sur les mises en solde, a impacté sur le paiement des rappels. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Il a fallu que le G7 tienne une conférence de presse pour que Madame le ministre nous dise qu'elle a signé 11 000 actes en 3 jours. C'est un aveu d'échec. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est-à-dire s'il n'y avait pas cette conférence de presse, elle allait continuer à plomber la carrière des enseignants. Et désormais, on ne l'acceptera plus. La leçon est comprise. Quand tu ne fais rien, ils ne feront rien. Et les enseignants vont secouer encore le baobab pour le respect des accords. Ici ajoute également, parmi les accords, la question du système de rémunération. C'est une question d'équité et de justice sociale. Quand le président peut décaisser 350 milliards en l'espace de 72 heures, il doit pouvoir payer les rappels. Parce qu'aujourd'hui, les rappels, c'est moins que ça.
Je vous le disais tantôt, le mouvement de défense de la démocratie accuse des dignitaires du régime de s'attaquer au fondement de la cohésion sociale en nourrissant des clivages ethniques. Le MD2, au chevet des blessés, lance une campagne de collecte de fonds ce samedi dénommée Ndampayu Askan Wi et dit veiller pour un respect strict du calendrier électoral et rejette toute tentative de manœuvre tendant à reporter les locales. Nous suivons leur porte-parole de ce jour. Yacine Fall s'appelle. À un peuple déterminé à résister et à freiner les velléités dictatoriales, on n'oppose pas une condescendance et une vaine tentative de division sur fond de clivage ethnique, religieux et régionaliste. Le Sénégal restera uni dans la diversité et le cousinage à plaisanterie qui irrigue notre nation du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le MD2 informe le peuple sénégalais que ses membres ont été aux côtés des familles des martyrs et des blessés depuis le début des événements. Au total, le MD2 a engagé 17 441 060 francs pour la prise en charge de 82 blessés. C'est ainsi que le MD2 lance, à compter de ce samedi 27 mars 2021, une campagne nationale et internationale de collecte de fonds dénommée Ndampayu Askan Wi. Les outils de collecte et les modalités de la contribution sont présentés par la Commission en charge des finances. Les Sénégalaises et les Sénégalais de l'intérieur du pays et de la diaspora sont invités à apporter leur soutien à cette action nationale de solidarité. Ngadiaga dormira peut-être ce soir en toute quiétude. Les flammes du puits gazier qui ont rendu célèbre cette localité ont été maîtrisées 3 mois après grâce à l'expertise locale, mais maîtrisées encore une fois les flammes. Juste signaler qu'il reste encore des fuites de gaz qui sont notées sur place. Alors il va falloir trouver, selon les spécialistes, une bonne stratégie et vite dans les meilleurs délais. Fatou Bintou Konté, Pape Sangone Mbaye. Il y a quelques jours, rien ne présageait que le puits gazier de Ngadiaga allait s'éteindre. Tout visible, c'est qu'il n'y avait pas d'activité autour de l'incendie. Et ça nous a inquiétés parce qu'on était à presque 3 mois de l'incendie. Il n'y avait pas d'activité. Quand je dis il n'y a pas d'activité, il y avait juste un détachement de la gendarmerie qui montait la garde pour surveiller un incendie. Il y avait bien sûr le matériel qui était exposé par Halliburton, par Forteza, mais il n'y avait aucune activité de surface pour penser éteindre l'incendie. Et ça nous a inquiétés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé cette alerte. Un incendie qui s'est déclaré le 19 décembre et c'est 3 mois après que le feu a pu être éteint. C'est attendre. D'ailleurs, j'avais dit au niveau de votre micro, quand les autorités disaient que dans 15 jours ça va s'éteindre, je dis que ça va pas, dans 15 jours ça va pas s'éteindre. Parce que le puits de l'Inde avait fait 5 mois. Et ça m'étonnerait que ce puits puisse s'éteindre dans 15 jours, ça je l'avais dit, et je crois que l'avenir m'a donné raison. On n'a pas pu éteindre ça dans les 15 jours, ça fait 3 mois que le puits vient d'être éteint. Mais grâce à l'expertise locale, même si l'État tout au début avait sollicité le groupe de services pétroliers américain Halliburton. La solution salée en injection, une solution salée en injection sous pression au niveau du puits. C'est avec cette même tactique que les Indiens avaient éteint leur feu le 5 novembre 2020 passé. Ils ont fait 5 mois pour l'éteindre avec la même tactique que les Sénégalais ont éteint ce feu. C'est une solution salée, sous pression, qu'on a injectée dans le puits pour l'étouffer et enfin l'éteindre. Parce que quand il n'y a plus d'oxygène, mais le feu va s'éteindre. L'expertise locale de Forteza qui est à saluer, il faut le dire. Et quand on dit que cet incendie, l'incendie du puits de Ngadiaga a été maîtrisé par une expertise locale, ce n'est pas simplement pour faire youpi ou coucou à notre expertise locale, mais c'est une expertise locale qui a validé son expérience par des dizaines d'années aux côtés d'ingénieurs tunisiens, maghrébins. Toutefois, le gaz continue de fuiter et il faut dans les plus brefs délais une stratégie pour obstruer la fuite. Fatou Bintou Konté, non loin de là à Diogo, dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane, les horticulteurs regardent pourrir leur production faute de clients. Ils sont obligés de bazarder choux, carottes et tomates, oui, vendre à vil prix. Exemple, un sac de choux à 2500 francs, une vente à perte. Mais que faire? Il n'y a pas d'unité de conservation de leur production sur place. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent perdu, n'est-ce pas, Cheikh Anta Diop Seylatir?
Sur des milliers d'hectares de périmètre maraîcher à Diogo, les choux, carottes et autres denrées se gâtent. Les maraîchers sont obligés de brader leurs produits ou laisser le bétail dévorer leurs récoltes. En cette période où nous avons une mévente caractérisée, où nous avons une forte production agricole, on ne peut pas comprendre que l'État ne puisse pas freiner quand même les importations de carottes et surtout de choux pommés. C'est ce qui a fait aujourd'hui que nous avons jugé nécessaire d'alerter l'État. Il y a une mévente totale. Imaginez-vous un sac de carottes qui fait 90 kg qui est vendu aujourd'hui à 2500. Un sac de choux pommés qui fait environ 60 ou 50 kg qui est vendu à 2000 francs. C'est la catastrophe. La plus grande partie de la production de choux dort dans ces périmètres maraîchers et les producteurs sont confrontés à des problèmes énormes pour tirer leur épingle du jeu. Comment les agriculteurs aujourd'hui qui ont pris des dettes au niveau des banques puissent rembourser ces dettes? Tout le monde sait que l'agriculture est menacée. C'est un secteur qui emploie pratiquement 50% des Sénégalais. Et à chaque fois que le ministre parle, il nous parle de l'agriculture d'arachide et autres, et le secteur horticole. Il n'y a ni subvention, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de chambre froide. À Diogo, tous les champs de légumes ont mûri. Les agriculteurs sont confrontés à un problème de conservation de leurs produits. Ils estiment que les chambres froides sauveraient les producteurs de tels fléaux. Cheikh Anta Diop, dragage et balisage de la brèche de Saint-Louis, l'entreprise chinoise en charge des travaux abandonne le navire et laisse les pêcheurs de la langue de Barbarie dans le flou. La surprise générale, selon eux, c'est juste incompréhensible. Les autorités locales rassurent, des solutions seront trouvées. Les deux parties espèrent qu'elles seront locales et dans les meilleurs délais, car pour les pêcheurs, 450 morts, c'est trop. Ousseynou Diop, Habib Seck, que nous retrouverons dans la vieille ville. Après 18 ans de promesses et d'attentes, les travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis ont démarré le 12 novembre dernier. De 2003 à 2021, la brèche a brisé le rêve de centaines de familles et emporté plus de 450 pêcheurs sénégalais. Mais le rêve de voir le bout du tunnel est de courte durée. Les Chinois, en charge du projet, ont abandonné les travaux après près de 2 mois passés sur le chantier. Une mauvaise nouvelle pour les pêcheurs de la langue de Barbarie. Ou décembre, c'est vraiment inimaginable. Et c'est ce qu'a fait l'entreprise. C'est la période la plus difficile. C'est une déception. Il faut le dire, parfois même les pêcheurs disent que l'État n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis des pêcheurs de la langue de Barbarie. Nous pensons même que c'était juste pour nous rouler dans la farine. Nous n'avons rien compris. Pour les pêcheurs de Saint-Louis, le moment n'était pas propice pour des travaux d'envergure sur la brèche, avec surtout les houles répétitives notées ces derniers jours. Selon eux, le manque de concertation est à l'origine de ce fiasco. Il faut l'expertise des pêcheurs locaux. Ils connaissent très bien la brèche et ils peuvent aussi guider les entreprises à draguer et baliser l'embouchure. La brèche de Saint-Louis a fait aujourd'hui des dégâts et il faut faire vite pour l'arrêter. Babacar Gaye explique le repli de l'entreprise chinoise et rassure les pêcheurs des quartiers de Gendar, Santhiaba et Gohombaj. Le président avait débloqué plus de 7 milliards en pleine pandémie Covid-19. Il se trouve que la brèche de Saint-Louis a une particularité à la limite exceptionnelle parce que le sable est mouvant. En tout cas, si demain, une entreprise, quelle que soit l'importance de cette entreprise-là, doit reprendre les travaux, que les populations pêcheurs soient mises à contribution pour que les travaux se fassent dans les conditions optimales. Les estimations évaluent l'élargissement de la brèche de Saint-Louis à plus de 7 km. Plus de 450 personnes y ont perdu la vie, d'où la nécessité et l'urgence de reprendre les travaux. Manifestation des populations rurales sur les changements dans la gestion des forages. L'Office des forages ruraux précise que c'est juste pour professionnaliser le secteur. Il invite les populations à accompagner cette réforme. La direction de l'OFOR était en visite de chantier d'un château d'eau évalué à près de 100 millions de francs CFA à Sindia. Le compte rendu est signé Abdourahmane Diallo à la caméra pour l'accompagner Momodou Gueye. Ces derniers jours, plusieurs localités du pays dénoncent les changements d'opérateurs dans la gestion des forages. Le directeur général de l'Office des forages ruraux rassure les populations. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des contrats de fermage avec des opérateurs, mais il ne faudrait pas que les populations pensent
que c'est un dessaisissement des associations d'usagers qui ont eu à faire donc, ce qu'elles pouvaient, mais c'est juste pour professionnaliser davantage donc, dans le secteur. Souvent, il y a des pannes qui surviennent et les populations manquent d'eau. Et pour éviter tout cela, donc, nous travaillons donc dans ce cadre-là. Nous leur demandons encore beaucoup de patience et d'accompagner cette politique de l'État. Venu à Sindia en visite de chantier, le directeur général de l'OFOR ajoute que le château d'eau de cette localité coûte près de 100 millions de francs CFA. Ce projet entre dans le cadre du programme Addition eau potable et assainissement en milieu rural. Vous avez vu les ouvrages qui existaient. Un château d'eau d'une hauteur de 15 mètres et d'une capacité de 100 mètres cubes qui est insuffisant par rapport à la demande. Il fallait donc créer donc un autre ouvrage, c'est-à-dire un château d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes, d'une hauteur de 20 mètres, pour pouvoir satisfaire la demande. Le chantier du château d'eau de Sindia est en phase terminale. Il va permettre à plus de 10 000 personnes d'accéder à l'eau potable. Abdurrahman, le quotidien des femmes dans les sites d'orpaillage, pas de tout repos pour elles, surexploitation, pauvreté, difficiles conditions de travail. Alors, il faut les soutenir et pour Women in Mining Sénégal, c'est à travers des projets d'autonomisation de la femme qu'elle compte bien porter les détails que nous suivons avec Aïda Diop Ndiaye. Elle est la présidente de cette association sénégalaise. Elle est au micro de Fat Bintou Konté, à la caméra Pape Sangoné Mbaye. Par exemple, des femmes qui sont au niveau des communautés hautes. Nous voyons par exemple parmi les difficultés l'accès par exemple aux infrastructures de base, mais surtout des conditions de vie qui ne sont pas très souvent favorables à la réduction de la pauvreté ou bien à l'autonomisation de ces femmes-là. Si nous prenons l'exemple de la région de Kédougou, qui a la particularité avec l'activité de l'orpaillage, nous pouvons assister dans ces sites-là à des par exemple violences basées sur le genre, tout comme par exemple la déperdition scolaire, parce que les jeunes filles de cette localité, des fois, abandonnent le milieu scolaire au profit de ces sites d'orpaillage traditionnels. Mais également qui est très difficile d'encadrement, parce qu'aujourd'hui, dans ces sites, nous retrouvons plusieurs nationalités, qui est vraiment un cosmopolite qui regroupe tous les types d'enjeux et de défis en termes de paix et de sécurité. Baisse du pouvoir d'achat des familles victimes de la crise sanitaire. Un émigré rend gratuit le coût de l'eau de tous les forages de Wendo Bosaya à Matam. Une façon de soutenir les populations de cette localité, devenue une zone de production de légumes et de céréales très prisée par les commerçants à Wendo Bosaya. Nous retrouvons Ali Bandelian. Frappée de plein fouet par la pandémie, la situation alimentaire est devenue une très grande préoccupation dans la région de Matam. Seulement, dans le département de Kanel, il y a une localité où les populations ont bien trouvé une parade. Des productions de céréales et de légumes se multiplient. Pour avoir bénéficié de l'usage gratuite de l'eau, de la consommation, les exploitations agricoles se multiplient dans ce village situé dans la commune de Orkadjere. Fudi moƴƴi min dañi basalle ha wayno leydi min dañi lijim ala fof ko min dañane lawre he paanuje sawuji kala ko mijotoɗa façon lijim fof nen ɗo hen woni lowe woni hay so tawdema jiɗɗa ya aw nder tawdema dosa ndiyam yoɓa ayi gasa men fof moƴƴi ndiyam yoɓa ɗo e duuɓi joyi ko sohlani facture n'allons plus au marché que pour acheter du poisson ou de la viande. Mais quant au légume, on consomme ce qu'on produit dans nos maisons. Véritablement, nous en réjouissons grandement. Après ces 3 forages réalisés par cet émigré établi au Burkina Faso, les paysans de Bossoyabé préparent en ce moment la récolte de la première campagne en maïs. 4 mois sur 4 mois, amuñu dépense. Ici, tous les pères de famille disposent d'un lopin de terre où ils les exploitent. Là, on est en train de terminer la campagne de maïs et juste après, nous allons engager une nouvelle campagne de gombo. Alors, si vous avez constaté cet engouement-là, c'est parce qu'ici, tout est gratuit. On ne paye ni les tracteurs, on ne paye ni les semences, ni les engrais. Et depuis donc l'avènement de la pandémie, notre bienfaiteur a rendu gratuit les forages. Tous les forages, c'est lui seul qui paye les factures. Ce qu'on boit et ce qu'on utilise pour irriguer, tout est pris en charge par notre bienfaiteur. Et c'est pourquoi donc vous voyez que ce village aujourd'hui, situé sur la route nationale qui relie Ourossogui et Bakel, Wendo Bossoyabé est aujourd'hui devenu la croisée des chemins des Banabana qui viennent s'approvisionner à travers les nombreuses exploitations agricoles et maraîchères.
Allez, Bandalna de Windou Bosséabé à Dakar, parlons de la culture, mais cette fois-ci autrement. Le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose a inauguré son studio d'enregistrement à travers un projet dénommé Fabrique artistique, culturelle et citoyenne, le fruit d'un partenariat entre le Grand Théâtre et le SCAC de l'ambassade de France et de l'Institut français de Dakar. Ce studio va offrir aux jeunes la possibilité de s'exprimer, de bénéficier d'un encadrement technique et financier en vue de produire des œuvres musicales. En Soumane Sané, directeur général du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, que nous suivons avec Ibou Diouf et Amadou Ba à la caméra. Coumba Rose a le privilège d'accueillir le projet Factory, qui promeut un peu les arts urbains. Et l'autre facette donc de ce projet, c'est la promotion des jeunes de talent qui se trouvent donc dans les endroits les plus reculés et leur permettre d'exprimer donc leur talent à travers donc le studio ultra moderne qu'il vient d'installer au niveau du Théâtre national de Ndiaye Coumba Rose. Ça va au-delà des cultures urbaines. Le Grand Théâtre reste très ouvert. Donc au monde de la culture d'une manière générale et de tout ce qui est développement, qui sous-tend un peu la culture donc d'une manière générale. Puis, le Grand Théâtre donc est très d'avis pour accompagner, comme on est en train de le faire. On leur a donné donc un espace pour leur permettre donc d'installer donc le studio, mais on ne va pas s'en limiter là. On va au-delà donc de l'espace qu'on leur a donné, de les accompagner dans la production, de les accompagner dans la vulgarisation, de les accompagner pour pouvoir permettre donc à ces jeunes-là, à travers Strasbourg, à travers Paris et Dakar, construire quelque chose de nouveau. Après la culture, les sports que nous démarrons avec du foot, 5e journée éliminatoire CAN Cameroun 2022, groupe I, coup d'arrêt pour le Sénégal. Les Lions concèdent leur premier nul après 4 succès, un partage des points, 0 but partout face au Congo, malgré les débuts convaincants de Pape Matar Sarr et Abdoulaye Diallo. Le compte rendu de cette rencontre, les temps forts sont signés Chersad Boudjara. Un nouveau système, le 3-5-2, 3 nouveaux joueurs qui débutent, mais toujours le même contenu insipide. Le Sénégal ne ramène qu'un nul blanc du Congo. Belle disposition tactique avec une défense à 3. On ne peut pas dire que ça a été une grande réussite parce que on n'a pas vu la fluidité du jeu. On n'a pas vu l'équipe du Sénégal prendre le jeu à son compte. C'est un nouveau système, il va falloir se débrouiller. Abdou Cissé l'avait déjà essayé à la veille de la Coupe du Monde, mais il avait laissé tomber pour revenir à son système traditionnel, le 4-2-3-1. Maintenant, est-ce qu'il va essayer de refaire le même système contre le Eswatini? On ne sait pas. Mais l'un dans l'autre, ça n'a pas été un franc succès. Maintenant, il y a eu des choses très positives au cours de ce match. Sur le plan individuel, 2 Lions ont bien réussi leur première sélection, au contraire de cadres, en deçà de leur talent. Pour une première, on peut leur tirer le chapeau. Abdou Diallo a été superbe dans le jeu. Il a été superbe sur le plan défensif. Pape Matar Sarr a essayé de créer des liens entre le milieu et l'attaque. Pour son premier match, je pense que si Aliou Cissé doit tirer une conclusion, c'est la parfaite entrée en matière de Pape Matar Sarr et de Abdou Diallo. L'équipe nationale du Sénégal garde son invincibilité dans le groupe I. Elle a 3 jours pour parfaire son nouveau système et terminer les éliminatoires de la CAN 2022 par un succès devant Eswatini ce mardi. Cher Sadbou Diarra, dans l'autre match du groupe, la Guinée-Bissau est revenue de son déplacement à Swatini avec un succès 3-1. Elle va jouer à domicile la finale pour la 2e place du groupe. Ce sera face au Congo. L'animation a fait défaut aux Lions dans ce système de 3-5-2. L'option du sélectionneur Aliou Cissé face au Congo, c'est l'avis du directeur technique de Niary Tally, Badara Sarr, qui n'adhère pas au choix des attaquants. Nous le suivons avec Cher Sadbou Diarra à la caméra. Il y a eu quelques limites pour animer le système-là, tant sur le plan défensif qu'offensivement, parce que les automatismes n'étaient pas là. C'est un système qui requiert beaucoup de travail, beaucoup de coordination. Malheureusement, peut-être en 2 ou 3 jours, l'entraîneur n'a pas pu mettre en place ces automatismes-là. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que ce soit Sadio Mané ou
ou Diao Baldé Keita, qui ont joué à la pointe de l'attaque, ne sont pas des joueurs des points d'ancrage. Donc c'est des joueurs de couloir dans leur club qui ont l'habitude, même en équipe nationale, de jouer sur les côtés. Donc c'était difficile que sur le plan de l'animation offensive, que le Sénégal puisse être dangereux. On l'a vu sur ce match-là. Les propos de Badara Sarr sont bien recueillis par Cheikh Sadbou Diarra. Maintenant, retour à la culture dans les ruines de l'école William Ponty. Que de trésors, de grands hommes, de beaux parcours, de belles productions d'écrits, des archives de la période coloniale, époque qui a vu l'établissement de référence naître de 1937 à 1965 à Sébikotane. 28 ans, que de cadres formés, un pan de la mémoire coloniale avec les cahiers des anciens pontins revisités pour vous par Ibou Diouf, Amadouba à la caméra, des cahiers préservés par l'Institut fondamental d'Afrique noire, appréciés. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à Lifon exactement, se trouve une partie de la production intellectuelle d'anciens pensionnaires de l'école normale William Ponty. L'école normale William Ponty, c'est aussi un pan de l'histoire de l'AEF. Il s'est implanté d'abord à Saint-Louis, de 1903 à 1913, ensuite à Gorée, de 1913 à 1937, après Gorée, Sébikotane, 1938-1965, après Thiès, finalement Thiès, 1965-1983. L'école William Ponty, c'est aussi ses manuscrits rédigés par ses élèves de la 3e année et réalisés pendant les vacances, ce qui reste un patrimoine. Les élèves de l'école William Ponty étaient tenus à la fin de la 3e année d'études, de rédiger des mémoires. Ils étaient obligés ils avaient l'obligation d'aller dans leur localité d'origine pour traiter leur sujet. Si vous prenez le cahier du juge Kebambay par exemple, il parle du génie des eaux Mbossé. Vous prenez le cahier du professeur Hassan Seck, il a parlé des traditions culinaires de la Casamance. Prenez le professeur Boubacar Bari de la Guinée qui parle des rêves et de leur interprétation, par exemple dans le Fouta Djallon. L'IFON, dans le souci de conserver ce patrimoine, déploie les moyens pour une meilleure vulgarisation. Nous avons informatisé les 746 cahiers. Nous avons édité un catalogue à partir de cette base de données. Nous avons numérisé une partie de la collection. Nous avons organisé un colloque et une exposition sur les figures marquantes de Ponty. Le défi à relever est clair, réhabilité par l'image et le texte, ce trésor. L'idée est de valoriser à jamais l'histoire de cet établissement qui a accueilli tant de grands noms d'Afrique. Culture, que c'est beau, c'était tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient demain à 13h. Moi, je vous donne rendez-vous à 20h avec toujours le même plaisir. La culture, nous y sommes, nous y restons.